Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance d'information sur le programme de maîtrise SR en campagne et offert ici à l'Université Saint-Paul. Comme que je mentionnais, c'est également l'un de nos programmes les plus en demande et le plus compétitif. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de vous être présentés en si grand nombre sur le campus aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Et un merci tout spécial à ceux également qui se sont connectés virtuellement aujourd'hui. On est très content de vous accueillir à cette séance d'information qui est conçue totalement pour vous, pour en savoir davantage et avoir l'occasion de poser vos questions. Donc, moi, je m'appelle Chanel Landry et je suis spécialiste en recrutement étudiant dans l'équipe de marketing communication. Mais je ne suis pas seule dans cette grande équipe. Parmi nous, on a notre nouvelle directrice, Brianna Coffey, qui est ici avec nous aujourd'hui. Également, nous avons Nesrine, notre nouvelle recrue, notre nouvelle spécialiste dans l'équipe de recrutement marketing. Et finalement, nous avons également mon collègue Chris Adams-Yao qui va modérer la séance d'aujourd'hui. Donc, à cet effet, pour tous les participants, veuillez, s'il vous plaît, garder vos questions et ce, pour la fin de la présentation parce qu'il y aura une période de questions à cet effet. Et pour ceux et celles connectés en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la boîte de clavardage. On va y passer pendant la période de questions. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée et veuillez noter également que l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui sera envoyé à tous les participants inscrits aujourd'hui. Et juste un petit rappel à ceux et celles connectés en ligne de s'il vous plaît demeurer en sourdine et ce tout au long de la présentation afin d'assurer une fluidité dans les éléments d'information. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants clés d'aujourd'hui, dont nous avons avec nous Antoine Sainte-Marie, qui est gestionnaire des admissions parmi nous. Nous avons également Judith Mallette et Bouma Maïcha, qui sont deux professeurs de l'école de counseling, psychothérapie et spiritualité ici à l'Université Saint-Paul. Et donc, vous allez avoir la chance de poser vos questions. Bon, parfait. Je vais fermer le fond. OK, parfait. Donc, c'est quoi le programme de maîtrise, counseling et spiritualité ici à Saint-Paul? Dans quoi qu'on s'embarque quand on pense à un investissement comme ça dans ce programme? Donc, dans l'ensemble, l'objectif du programme de maîtrise ici à l'Université Saint-Paul, c'est vraiment de former des spécialistes, mais qui vont être en mesure de guider, conseiller et être en mesure de conseiller des couples, des familles ou des individus en lien à leurs valeurs, leur spiritualité, leur dynamique personnelle ou de couple et bien évidemment préparer les étudiants à une carrière en recherche. Donc, dès l'admission, les étudiants ont deux options de concentration à lesquelles ils peuvent choisir. Donc, vous avez l'option de concentration, le counseling individuel ou le counseling de couple et famille. Désolée pour ça. Bon, le contenu du programme. Donc, dans l'ensemble, le programme s'exécute en 2 ans, donc 5 trimestres consécutifs. Veuillez noter qu'au cours des études supérieures, vous devez être inscrit à chaque trimestre. Et donc, voici la raison du 5 trimestres consécutifs. Le programme pour la concentration individuelle consiste en 21 crédits de cours obligatoires, alors que pour la concentration de couple et famille, c'est 24 crédits pour les cours obligatoires. Les deux concentrations vont avoir 15 crédits de formation pratique, donc ça, c'est les heures de practicum. Et au cours au choix, étant donné que la concentration de couple et famille a un cours additionnel, ça veut dire que cours au choix, c'est 0 crédit et individuel, vous avez un cours à faire, donc 3 crédits. Il y a également l'option qui n'est pas toujours garantie, mais elle existe, c'est l'option de la thèse. Donc, c'est une thèse que l'étudiant doit d'abord être admis au programme et avoir complété au moins 9 crédits de cours, donc 3 cours, et va être en mesure de pouvoir faire la demande à la directrice de l'école pour changer à l'option thèse, si possible. Donc, comme vous savez, ça n'est pas garanti, donc il faut en faire la demande. Il faut être admis à avoir fait au moins 9 crédits, donc 3 cours, et ensuite de faire la demande. Mon Quaker fonctionne et je cède la parole à Antoine. Donc, c'est le petit. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler un peu du côté admission pendant quelques minutes. Alors, je sais que si vous êtes ici, le counseling, ça vous intéresse, vous connaissez déjà un peu.
c'est déjà un projet de vie, puis là, vous le voyez jusqu'au PhD. Mais écoute, je pense que ça, c'est vraiment une diapo importante parce qu'il faut comprendre que c'est un programme contingenté. C'est compétitif d'entrer là-dedans. Alors, nous, comment on évalue les dossiers? Puis aussi, je pense que ça vaut la peine de souligner le fait que vous êtes ici au mois d'août. Et prenez-vous d'avance, ça va vous aider. Il y a plusieurs étapes. Alors, vous mettez les chances de votre bord. Alors, félicitations pour ça. Nous, on est à la recherche d'un bac spécialisé de 120 crédits. Ça équivaut à 4 années d'études universitaires. OK? Il faut obtenir le bac, pas juste avoir commencé des études de bac, c'est important ça. Puis plus spécifiquement, si vous avez peut-être une combinaison comme Maud et Caroline de collège et université, ça peut également servir en autant qu'on arrive aux 120 crédits désirés. À l'intérieur de ça, il y a 48 crédits. Puis ça, c'est vraiment dans un éventail de différents sujets qui se rapprochent au counseling. Alors, la liste ici, psychologie, sociologie, service social, sciences de la santé. Alors, ça continue, mais vraiment, ce sont soit des BA ou des BSc en règle générale qui contiennent ces matières-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas exclusivement, mais on voulait nommer les domaines connexes qu'on voit le plus souvent. Ensuite, 18 crédits en psychologie, fait que ça, c'est une autre partie importante qu'on va regarder. Et peut-être vous poser la question, mais comment est-ce qu'ils vont chercher ces cours-là, l'équipe d'admission? Laissez-moi expliquer que, en fait, ça commence avec les codes de cours. Alors, chaque université a des codes de cours. Puis ça nous permet, c'est une information qui dit, est-ce que ça appartient à un département de psychologie, par exemple? Si vous n'avez pas nécessairement un code de cours qui dit psychologie, puis c'est peut-être pas relié au département de psychologie, mais vous avez peut-être un cas à plaider, à ce moment-là, on aurait peut-être recours aux descriptions de cours, au syllabus. Alors ça, c'est vraiment si on doit passer au niveau plus détaillé, mais à la base, c'est vraiment des crédits en psychologie. Fait que ça équivaut à 6 cours à l'année longue. Puis ensuite, on va vers 6 crédits soit dans sociologie, travail social, intervention, ou encore, si vous avez plus que 18 crédits en psychologie, on peut reconnaître 2 cours additionnels en psychologie selon vos études. Vraiment, un truc que pas tout le monde a, qui est important pour nous, c'est 12 crédits en théologie, sciences des religions ou spiritualité. Alors, si vous avez suivi des cours ici à Saint-Paul, peut-être que vous avez une certaine avance parce que ceux-là, peut-être que vous en avez déjà pris. Puis ensuite, nous, on regarde une moyenne minimale de 70 mais on dit bien une moyenne minimale. Alors, c'est un parmi tant d'autres critères, et je vais énumérer les autres critères parce qu'éventuellement, quand on passe la première étape, par la suite, il y a vraiment un comité au niveau des profs qui vont prendre la décision finale pour ceux qui sont qualifiés, si on peut dire comme ça. Alors, les relevés de notes de vraiment les études postsecondaires, mais pas juste le 120 crédits. Puis ça arrive souvent que les gens vont manquer ça. Ils vont dire, ah, moi, mon bac spécialisé, c'est ça qu'ils veulent, je vais juste donner ça. Mais non, mais si tu as fait du collège avant, il faut donner toutes les études postsecondaires. Ne faites pas cette erreur. Vous allez vous souvenir, Antoine me l'a dit. Puis ensuite, 2 lettres de recommandation de professeurs. Ça, là-dessus, chacun de ces éléments, c'est une chance de se faire valoir. Si vous avez un prof vraiment en lien avec les crédits recherchés ici, là, regarde, j'ai même du laser, là, ça marche pas. Non, oui, ah, ça marche. C'était montré. Mais, ouais, c'est ça, des lettres de recommandation de profs dans le domaine. Ça, c'est encore plus intéressant. Puis ensuite, les 2 derniers, c'est plutôt par rapport un peu à votre expérience, à votre vécu, comment vous voyez dans le métier le domaine de counseling. Fait que, il y a un questionnaire autobiographique, ça c'est un gabarit que chaque candidat va répondre à ces questions. Puis le CV, encore une fois, c'est une chance de faire valoir toute expérience pertinente, comme dans les écoles secondaires ou dans les centres communautaires, des exemples concrets là, qui pourraient être pertinents pour la profession en question. Ici, la date limite du 1er février, c'est pour ça que je faisais allusion au fait qu'on est ici à la fin de l'été, on se prend d'avance. Mais si vous regardez un peu cette liste, puis vous dites, ben, il manque une couple de cours, c'est correct, ça arrive à chaque année.
Mais ce qui est important, c'est que sachez que on va vous distribuer un cahier, peut-être vous l'avez devant vous, un cahier par rapport au counseling et comment vous faire admettre au programme. En arrière, il y a une fiche d'auto-évaluation. Cette fiche-là, je vous encourage fortement de la ramener chez vous, prendre le temps de bien répondre. Puis vraiment, nous, en admission, si la semaine prochaine, là, vous m'appelez puis vous avez rempli la fiche d'auto-évaluation, puis vous voulez revoir ça ensemble, absolument. On est là pour vous aider là-dedans. Puis voir, OK, qu'est-ce qui pourrait manquer. Parce que dites-vous que normalement, l'université fonctionne avec des sessions d'automne, d'hiver et d'été. Alors, le fait de se prendre d'avance selon le nombre de cours qui vous manquent, ça vous permet peut-être d'en prendre à l'automne ou à l'hiver. Mais c'est pas pratique de garder tous les cours préalables pour l'été. En fait, on dit un maximum de peut-être 2 ou 3 cours qui pourraient vous rester à la toute fin. Puis ça, encore, on est dans les exceptions. Le mieux, c'est si vous les avez tous aujourd'hui. Sinon, prenez-en en automne et hiver. OK? Puis, pardon, je voulais juste insérer la date limite du 1er février, oui. Mais encore une question pour les cours préalables. Si vous voulez, comme on va dire, une première ronde, nous, ce qu'on encourage fortement, c'est début décembre. Si vous mettez votre candidature pour début décembre, ça donne la chance à l'équipe d'admission d'aller voir ce qui pourrait manquer et vous permettre de potentiellement prendre des cours qui manqueraient en janvier. Mais si vous faites ça le 1er février, vous n'aurez pas cette chance. Juste, Juste un point quand ça oui. Oui. Merci, c'est vraiment très bien décrit. Alors, juste pour vous dire, pour les 12 crédits en théologie, sciences des religions, spiritualité, ça ne se limite pas au christianisme, ça peut inclure le judaïsme, l'islam, la spiritualité autochtone, tout type de spiritualité. Alors, c'est très large. Quand on parle de 12 crédits. Et comme Antoine l'a fort bien dit, le programme de maîtrise est vraiment très exigeant. Alors, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais vraiment pour vous informer de sorte que vous puissiez prendre une décision éclairée. Il est vraiment très important que vous fassiez le plus que vous pouvez des cours préalables avant de commencer votre maîtrise. C'est-à-dire que tous les cours préalables doivent être commencés avant que la maîtrise ne débute en septembre, mais ce serait vraiment l'idéal que vous ayez complété tous les cours au moment où vous soumettez votre admission, ou bien que vous puissiez dire, bon, je se soumets pour le 1er février, mais durant le semestre d'hiver, voici la preuve que je suis inscrite à tel cours et d'ici la fin avril, j'aurai complété tous mes préalables. Ça vous aide énormément parce que, comme je vous disais, la maîtrise, elle est chargée, mais en plus de ça, comme c'était dit tantôt, le programme est extrêmement compétitif. Alors, si vous avez complété tous les préalables ou êtes en voie de les compléter d'ici la fin avril, vous êtes en meilleure position, clairement. Merci beaucoup, professeur. Alors là, je termine en disant, si vous êtes une de ces personnes qui n'a pas encore toutes les conditions d'admission alignées, c'est correct, il y a différentes possibilités. Alors, l'idée de venir prendre dans ces cours-là qui pourraient manquer, vous pouvez les prendre ici à Saint-Paul. OK? Puis ça, écoute, il y a plusieurs avantages de ce côté-là, apprendre à connaître un peu comment ça marche à Saint-Paul, apprendre à connaître les profs, tu sais, déjà être dans le système. Puis ça, c'est étudiant libre. Si vous êtes dans cette situation-là, souvenez-vous des mots étudiant libre, parce que ce n'est pas le temps nécessairement euh, de vous embarquer dans un programme si vraiment votre but principal, c'est de venir en counseling. C'est vraiment juste de prendre des cours comme étudiant libre. Puis, il y a toujours la possibilité de basculer vers un bac ou un certificat, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut vous aider avec. Puis encore une fois, je vous réfère à la dernière page de votre cahier pour vraiment prendre en note ce qui pourrait manquer. Et lorsque vous posez votre candidature, vous pouvez inclure cette page-là. OK? Ça, c'est l'auto-évaluation. Vous pouvez carrément la mettre comme un document avec votre soumission.
Je pense que parfois bien mentionné, mais encore une fois, on veut juste considérer que le plus tôt qu'on peut compléter les prérequis, le mieux que c'est. Écoute, il y a plus de détails dans le cahier, puis on serait bien content de prendre vos questions à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et un simple rappel pour réitérer que la date limite, c'est le 1er février 2026. Tous les documents requis doivent être soumis par cette date et les frais d'admission doivent également être payés afin que le dossier soit transmis à la faculté et notre équipe d'admission, bien évidemment. Et donc, les candidats retenus par le bureau des admissions et le comité professoral seront invités à une potentielle entrevue. Il y a peut-être des changements liés à l'entrevue. On va être un peu plus renseigné à cet effet un peu plus loin dans l'automne, mais est-ce qu'il y a encore une entrevue? Oui. Donc, il y aura effectivement une entrevue dans le cadre des étapes d'admission pour les candidats retenus. Donc, maintenant, pour les droits de scolarité, les droits de scolarité sont par trimestre et le tableau démontre ici des montants qui sont valides pour l'année 2025-2026 et c'est pour des études à temps plein. Donc, on a ici les frais de scolarité pour les étudiants ontariens, étudiants canadiens hors province et les étudiants internationaux. Et également, ça inclut les droits complémentaires de 1594 et 36. Et ce, pour les étudiants internationaux, canadiens hors province et Ontario également, parce que ce frais pas complémentaire, mais ce frais complémentaire, pardon, c'est vraiment pour assurer qu'on ait la bonne technologie en place là, pour pouvoir avoir toutes les heures de pratique. Donc, c'est vraiment à cet effet et bien d'autres. Et le total pour, par exemple, étudiants ontariens, ça l'élève à 4126,86 par trimestre. Et ainsi de suite pour étudiants canadiens hors province, donc quelqu'un qui habite par exemple dans la province de Québec, du Québec, pardon, c'est 4704,59 et pour un étudiant international, c'est 11 482,55. On va passer à la diapositive sur l'aide financière et les bourses. Donc, on a bien évidemment des bourses d'admission ici à l'Université Saint-Paul. C'est basé sur le calcul de votre moyenne d'admission. Donc, si vous avez, par exemple, 85% de moyenne, vous pourriez être éligible à recevoir la bourse de 2 000 et ce pour 3 trimestres. C'est une valeur de 6 000 $. Donc, la condition de la bourse, c'est d'être admis et inscrit à temps plein et d'avoir une moyenne d'admission de 85%. On a également de l'aide gouvernementale provinciale et des bourses internes sur concours et des bourses externes également. Maintenant, je cède la parole à Judith, qui est notre enseignante, professeure de l'école de Cansin. Est-ce que tu veux que je change les diapos ou est-ce que tu comprends? Pas de problème. Alors, juste me présenter Judith. Alors, j'enseigne en counseling à l'Université Saint-Paul depuis 24 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est juste pour dire, je connais quand même pas mal le programme et c'est une belle place. Je vais me déranger un peu vite dans la. Alors, on dit ici approche intégrale qui combine des aspects de la psychologie et de la spiritualité. Alors, dans le cadre de la maîtrise, vous allez apprendre, juste pour revenir sur une des diapos, là, je vais faire une parenthèse ici. Le but du programme, c'est vraiment de former des psychothérapeutes. Ça, c'est notre but. La différence avec d'autres programmes, c'est que vous allez apprendre à entendre la spiritualité. Comme les gens ne viennent pas en thérapie en disant j'ai un problème avec ma spiritualité. Ils viennent parce que, je sais pas, ils sont dépressifs ou ils ont un trauma. Alors, vous allez vous allez apprendre à entendre ces dimensions-là, spirituelles, religieuses, spiritualité dans le sens large du terme, des valeurs fondamentales, quête de sens, mais ça peut aussi être la dimension religieuse. Alors, vous allez, avec toutes sortes d'outils au cours des 5 semestres, apprendre à entendre et à intervenir. Alors, la spiritualité, ça ne correspond pas à des techniques comme telles. Quand on me demande, parfois, c'est arrivé, on m'a demandé quand est-ce que tu parles de spiritualité et je réponds là-dessus, bien, venez au practicum de septembre-avril parce qu'on s'est intégré. La spiritualité, c'est aussi une façon d'être avec soi et avec autrui. Alors, tout ça, c'est intégré dans la façon dont on fait de la thérapie.
Programme qui tient compte du développement personnel, bien sûr. En même temps, les cours ne sont pas des séances de thérapie non plus. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en raison, par exemple, du travail clinique, vous êtes habitué au baccalauréat de faire des cours théoriques, tout ça. Ce qui est nouveau à la maîtrise, c'est quand, par exemple, vous commencez à voir des clients, alors des vraies personnes, avec des vrais problèmes. C'est difficile pour les gens qui n'ont pas d'expérience clinique de s'imaginer la charge émotive que ça peut représenter. Alors ça peut être une surprise pour certains et ça peut être, sans être un choc, disons qu'au niveau du développement personnel, ça fait grandir aussi. Pour certaines personnes, ça vient confirmer leur choix. Pour d'autres personnes, ça vient dire c'est peut-être pas ma place aussi. C'est important de le reconnaître. Au niveau spirituel, j'en ai déjà parlé. Au niveau professionnel, une autre diapo qui parle là, de notre. Je vais juste ouvrir la parenthèse ici vite fait. On a le bonheur d'être reconnu par l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Alors ça veut dire que le programme Toronto dit, OK, c'est très bien. Quand les gens appliquent pour devenir membre de l'OPAO, les étudiants n'ont pas à convaincre l'ordre que le programme est correct. C'est déjà tout approuvé. Alors, ça facilite énormément là, le processus pour devenir membre. La maîtrise comporte des cours théoriques, comme par exemple le cours de psychopathologie, le cours de théorie du counseling, entre autres, là, il y en a d'autres. Le volet pratique, ça c'est souvent la raison pour laquelle les gens viennent à la maîtrise. Ça, c'est ce qu'on appelle le practicum. Alors, dans le practicum, ce sont des cours de septembre à avril. Alors, excusez-moi, j'ai parlé toute la journée, je vais perdre la voix. Là. Alors, le practicum, ce sont les cours où vous apprenez à faire de la thérapie. C'est 6 heures par semaine, 2 blocs de 3 heures. Il y a un bloc qui est plus théorique, où on va vous parler, par exemple, de certaines interventions cliniques. Et dans l'autre 3 heures, là, vous allez pratiquer. Évidemment, on ne se pratique pas avec des clients en premier. Alors, on se pratique entre vous. Vous allez vous pratiquer à l'intérieur du practicum. Vous allez aussi vous enregistrer au centre de counseling électronique. Vous allez aussi rencontrer des superviseurs à un moment donné. Chaque étudiant est assigné à un superviseur, en plus des professeurs cliniciens. Toujours qu'autour d'un étudiant de counseling, il y a énormément de profs qui gravitent autour de vous. Alors, vous avez toujours un filet de sûreté, vous n'êtes pas lancé comme ça. Alors, la première, juste, excusez, j'ai une chose à dire. Alors, durant le premier semestre de la maîtrise, là, les gens vont vraiment acquérir des connaissances pour comment dire, donc j'ai juste le mot en anglais, là, pour accueillir une personne, ne serait-ce qu'au niveau technique, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, au niveau éthique aussi. Les premiers clients vont vous être assignés soit vers novembre ou carrément au deuxième semestre. Alors, vous ne commencez pas avec clients, vous commencez avec 1, 2 clients. Et durant la première année, c'est à peu près ça, de 1, 2, 3 clients. Et ça continue, vous allez continuer à avoir des clients jusqu'à la fin de votre vie. Alors oui, maîtriser les habiletés et les techniques permettant d'aider les personnes. Alors, les gens qui viennent nous voir en un centre de counseling et sécurité au deuxième étage des résidences. Alors ça, c'est une énorme chance qu'on a ici, parce que ça veut dire que c'est pas nécessaire que vous cherchiez des endroits de stage. Alors l'internat, le stage qui se fait à l'interne, l'internat se fait au centre de counseling. Tous les étudiants vont voir des clients au centre de counseling. Et évidemment, avant de voir des clients,
on s'assure toujours que les étudiants sont prêts. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il est tout à fait possible, sinon probable, que certains étudiants, certains collègues vont avoir des clients avant d'autres collègues parce que les étudiants sont évalués constamment aussi. Acquérir une bonne compréhension des dynamiques interpersonnelles. Ça, c'est à la fois dans vos cours théoriques, mais aussi dans les practicums où vous allez apprendre comment évaluer une personne, comment elle se présente, comment elle vous regarde, sans trop faire d'interprétation, mais vraiment l'accueillir telle qu'elle est et aller la rencontrer là où elle est rendue psychiquement parlant. 150 heures de séances supervisées. Alors, premièrement, juste pour la supervision, juste pour vous décrire un petit peu le practicum, je vais revenir un petit peu. Alors, dans le practicum, qui est 6 heures par semaine, 2 blocs de 3 heures, en première année, par exemple, il y a 2 professeurs qui sont assignés pour chaque practicum. En français, là, par exemple, c'est la même chose côté anglophone aussi. Et en plus de ces 2 professeurs-là, il y a un superviseur qui va être assigné à 2 étudiants. Alors, ce sont des diades de supervision et vous allez assister à la supervision de votre collègue, évidemment, et à la vôtre aussi. Je vous dis tout ça parce qu'avant même de parler des 150 heures, c'est que le 6 heures de practicum, dans l'espace de quelques semaines, va doubler. Parce qu'il y a les pratiques, parce qu'il y a les supervisions, les pratiques qui se font à l'intérieur du cours de practicum, mais à l'extérieur aussi. On s'attend à ce que vous pratiquiez, que vous ameniez vos enregistrements aux supervisions aussi. Alors, c'est 2 heures de supervision. Et en plus, on demande, regardez-vous. Alors, ça ajoute des heures. Et quand les clients arrivent, tout est enregistré au niveau électronique. On demande que vous vous regardiez aussi. Alors, le 6 heures va devenir très facilement là, un 12 heures entre septembre et janvier suivant. Les 150 heures de séances supervisées. Alors, les 150 heures, ce sont du contact direct, ce sont des séances de psychothérapie avec les gens, soit en personne, soit en ligne, parce que les clients peuvent être vus soit en présentiel ou soit en ligne aussi. Les étudiants ne voient jamais de clients sans être supervisés. Ça, c'est notre règle à l'école. Pas de supervision, ça veut dire pas de clients. Alors, si jamais il y a un superviseur qui est malade une semaine et qui ne peut pas être remplacé, les clients vont être avertis en conséquence aussi. Alors, 150 heures, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, ça s'accumule quand même assez bien, je dirais. Et de ces 150 heures-là, on exige que 100 heures soient faites au minimum au centre de counseling. Vous pouvez faire les 150 heures au centre de counseling, il n'y a pas de souci. Mais à partir de mai, à la fin de votre première année, vous allez devoir continuer parce que le 3e semestre est obligatoire. Vous ne pouvez pas partir en été et revenir. Vous avez quand même 3 semaines de vacances. Puis on va vous dire l'an prochain, 3 semaines, mais pas les 3 semaines consécutives. Vous devez toujours avoir en tête le souci clinique. Alors, vous pouvez partir 2 semaines, revenir, puis ensuite repartir, si vous voulez. Mais pour les 150 heures en soi, alors à partir de mai, à la fin de la première année, alors disons, supposons que vous êtes accepté en septembre 2026, ça veut dire qu'en mai 2027, vous allez évidemment continuer à avoir des clients au centre, mais en plus, vous pouvez aussi, si les professeurs cliniciens jugent que vous détenez les habiletés cliniques nécessaires pour faire un externat, vous pouvez en faire la demande. Alors, l'externat, alors le stage à l'externe, n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un dû non plus. Ce n'est pas parce qu'un étudiant veut faire un externat qu'il va nécessairement en faire un dû. Et c'est certainement une chance pour de développer un réseau et de travailler avec une population clinique qui est différente de celle qu'on voit au Oui, alors les cliniciens certifiés par le gouvernement professionnel supervisent les étudiants à leur travail.
Alors, au centre de counseling, présentement, en raison de différents changements là, qui sont survenus au cours des dernières années avec les ordres professionnels, nos superviseurs sont des membres, sont des psychothérapeutes eux-mêmes et sont des membres de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, ce qui garantit que vos heures cliniques soient approuvées par l'Ordre. Alors, vous n'avez pas à déployer beaucoup d'énergie. Les heures vont être soumises, même pas par vous, en fait, c'est par le centre, une fois que vous aurez terminé la maîtrise. Alors ça, c'est un grand avantage. La formation et la supervision ont lieu au centre de counseling, où l'on dispose de toute la technologie nécessaire, effectivement. Il y a eu aussi des changements, une amélioration de vos techniques très récemment. Alors, quand vous êtes avec un client, tout est enregistré. Dès que vous entrez dans la salle, en fait, vous allez voir, vous allez apprendre à préprogrammer les séances. Alors, au début, ça peut sembler un peu beaucoup, mais tout le monde l'apprend. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus de ça, au centre, il y a aussi tout le personnel du centre qui est là pour vous aider aussi. Alors, vous n'êtes jamais seul. Et comme je le disais tantôt, alors il y a l'option de faire l'externat. Ce n'est pas une obligation, mais c'est certainement une possibilité. Alors oui, c'est situé, c'est juste derrière, dans les résidences au deuxième étage, un des plus grands centres de counseling de la région. On est très chanceux dans la région. Alors, il y a aussi l'Université d'Ottawa, qui a aussi un centre un peu comme le nôtre. Il y a l'UQO aussi. La clientèle est très diversifiée. Tant au niveau, je vous dirais, de la culture, des valeurs religieuses, au niveau des motifs de consultation. Alors, il y a des gens qui vont venir pour un deuil, dépression ou trauma. Là. Alors, la façon dont ça fonctionne aussi, pour les premières années, évidemment, vous n'aurez pas des cas de trauma, n'est-ce pas? Alors, on réserve ça pour les étudiants qui sont en deuxième ou qui sont carrément au doctorat. Quand une personne appelle au centre de counseling pour recevoir des services, la personne va être aiguillée vers un de nos internes ou une de nos internes qui, elle, va prendre toutes sortes d'informations pour voir est-ce qu'on peut voir la personne au centre ou pas. Et à partir de là, dans un deuxième temps, les dossiers vont pouvoir être assignés là, en fonction du motif de consultation et en fonction des habiletés cliniques aussi des clients. Et comme je dis souvent à mes étudiants de deuxième année, parce que j'enseigne le pratiquum de deuxième, si vous êtes inconfortable avec un client, c'est important de le dire. Il n'y a personne qui est condamné à avoir un client parce que si vous ne vous sentez pas bien avec un client, ben, le client va le sentir aussi et ça aiderait tout simplement pas. Alors, on pourrait tout simplement aiguiller le dossier vers quelqu'un d'autre. Alors oui, des tarifs basés sur les moyens financiers des clients. Alors, c'est une échelle de tarifs qui va varier en fonction du salaire des clients, finalement. Là. Alors, aux dernières nouvelles, je ne me souviens plus trop combien c'est. C'est très peu comparativement au privé. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que l'an passé, c'était autour de 80, quelque chose comme ça. Mais pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup trop. Et quand ça arrive, parce que ça arrive chaque année, il est important que l'étudiant parle justement avec son client, parce que ça fait partie de développer votre expertise quand vous allez être en privé. Vous allez devoir parler de ça aussi. Et on peut diminuer les frais considérablement. Ce n'est jamais pro bono, ce n'est jamais gratuit, parce qu'il y a quand même un facteur motivationnel ici, mais ça peut être très considérablement. Alors, ça, c'est important aussi parce que notre but, c'est vraiment d'aider les gens qui sont dans des situations de précarité psychique. Oui, alors à la fin de la maîtrise, les étudiants peuvent obtenir leur certification professionnelle
Alors oui, à la fin de la maîtrise, alors vous allez obtenir votre MA. Une fois que votre MA est obtenu, là, vous pouvez soumettre une demande pour devenir membre de la CCP. Ça, c'est une association, c'est pas un ordre, c'est différent. Mais c'est fort intéressant parce que ça vous donne accès à plein d'informations, de la formation aussi. Il y a quelqu'un en ligne qui te demande si tu parles un peu plus fort. Un peu plus fort. Ah, OK, oui. Je vais me forcer. Merci. OK, alors pour la CCP, et juste pour un petit détail ici, c'est intéressant parce qu'avant, ça s'appelait l'Association canadienne de counseling. Ils ont rajouté le mot psychothérapie. Ça témoigne énormément de l'évolution de la profession aussi. Alors, ça, c'est vraiment très bien. La CCP couvre le Canada en entier. En plus de devenir membre de la CCP, vous pouvez aussi devenir ce qu'on appelle conseiller canadien certifié, alors le CCC, qui va vous donner accès justement à des possibilités de travail à travers le Canada. Aussi, l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, c'est un ordre qui est très jeune, mais qui est très dynamique, alors qui reconnaît certains programmes, dont le nôtre. Le fait que l'Ordre existe, ça a donné énormément de crédibilité aussi à la profession, je vous dirais. Alors, une fois que vous avez terminé votre maîtrise, vous n'avez pas votre licence de psychothérapie, de psychothérapeute automatiquement. C'est tout à fait normal. C'est la même chose pour moi. Moi, je suis psychologue. Quand j'ai terminé mon PhD, j'ai pas eu ma licence, il fallait que j'applique auprès de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. C'est exactement le même principe. Alors, vous allez terminer votre maîtrise. Ici, le centre va se charger d'envoyer vos heures crédits directement à l'Ordre. Vous pouvez déjà ouvrir un dossier auprès de l'OPAO quand vous avez complété autour de 90 de votre programme, alors disons vers le mois de février-mars de l'année que vous terminez. Et là, eux vont vous demander ils vont vous demander qui vous a supervisé. Alors, c'est pour ça qu'on dit dès le début, prenez en note le nom du superviseur, prenez en note tout leur profil professionnel aussi. Et pour devenir membre de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, vous allez devoir faire un module, pas un, mais je pense qu'il y en a 14, qui équivaut à un examen de jurisprudence. Ça se fait fort bien. En plus, vous avez 2 cours d'éthique professionnelle ici qui vous y préparent fort bien. L'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario n'exige pas un nombre minimum d'heures pour devenir membre, ou pas pour devenir membre, mais pour ouvrir un dossier, c'est ce que je devrais vous dire. Par contre, nous, on exige que vous ayez fait un minimum de 150 heures. Dans la très grande majorité des cas, les étudiants dépassent les 150 heures. Et ce qui est très bien, comparativement à mon ordre, c'est qu'eux, ils ne vous remettent pas le compteur à 0. Alors, si vous avez accumulé 150 heures ou 200 heures, bien, vous continuez tout simplement pour accumuler le nombre d'heures exigées pour obtenir votre licence. Finalement, comme je le disais tantôt, le fait que notre programme de maîtrise soit reconnu par l'ordre vous simplifie la vie infiniment. Alors, ça active le processus de beaucoup. Pour ce qui est de la concentration couple et famille, c'est aussi reconnu par l'Association canadienne des thérapeutes conjugaux et familiaux, et les professeurs qui enseignent dans la concentration couple et famille font aussi partie de cette association-là. Alors, le programme n'est pas accrédité par les ordres, soit du Québec, par les autres provinces, là, finalement, ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible de pratiquer dans les autres provinces. Au Québec, c'est important de vérifier auprès de l'Ordre des psychologues du Québec qui chapeaute en fait les licences de psychothérapeutes. Alors,
c'est qu'au Québec, il n'y a pas d'ordre de psychothérapeute comme il y a en Ontario. Par contre, ce qui est possible, c'est que si vous faites partie de la CCT et que vous avez obtenu votre CCC, conseiller canadien certifié, vous allez pouvoir pratiquer le counseling au Québec, mais pas la psychothérapie. Et vous allez voir dans votre formation, on va expliquer quoi la différence entre les deux aussi. Alors, où est-ce qu'on peut travailler vraiment plein d'endroits? Les centres de counseling, centres communautaires, cabinets privés, organismes gouvernementaux, dans les écoles aussi, dans les hôpitaux. Il y a plusieurs de nos étudiants qui travaillent dans les hôpitaux aussi. Vraiment, surtout dans la région, c'est une région où il est très facile pour nos étudiants de se trouver un emploi, surtout si vous êtes bilingue ou plus. Je dirais, moi, 98 ou 99% de nos étudiants francophones bilingues vont se trouver un emploi. Le 1%, c'est qu'ils ont décidé d'aller au doctorat ou ils font d'autres choses. Mais c'est vraiment un emploi garanti. Donc, ceci termine la séance d'aujourd'hui.